ça. T'as un jingle? Le jingle, il se fait pendant le montage. Ah, il se fait. Là... Mais t'en as un quand même? Oui, j'en ai un, ouais. Okay. J'en ai un. Comment tu l'as réalisé? Je l'ai fait avec Canva. Canva fait du son? Non. Le son, je l'ai créé avec l'IA. Avec laquelle? Suno. Avec T'as Suno. fait ça avec Suno? Ouais, avec Suno, ouais. Ouais. Et j'ai fait plein d'itérations et tout ça. Et donc voilà. Et j'ai fait avec Suno. Donc j'ai fait le son avec Suno. Et puis, tu l'as là? Je peux l'écouter pour se mettre dans l'ambiance? Oui, je pense que je l'ai quelque part ici. Attends. Non, mais c'est rigolo de parler de ça. Tu vois, tu peux garder le moment où on parle. Oui, bien sûr, on va garder. On parle de. Ouais, parce que j'ai passé beaucoup de temps cet été à faire mes muses. Et pas plus tard qu'hier d'ailleurs. J'ai vu que Suno avait sorti une nouvelle fonctionnalité où il pouvait cloner ta voix. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Bon, donc. Mais j'ai même lu que justement qu'il y avait genre Snoop Dogg, Morgan Freeman, des gens comme ça qui ont des voix un peu reconnaissables. Ouais. Qui comptaient porter plainte contre les entreprises IA parce qu'ils sont en train de reprendre en fait leur voix pour les commercialiser. Ouais, parfois ils font ça, ouais. Ou alors des voix qui ressemblent un peu. Des c'est voix... dingue que qu'il soit... Maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde où tu dois envisager de créer en fait une trademark de ta propre voix. Ouais. Ça s'appelle l'empreinte de la personnalité. C'est un truc comme ça, de droit à l'image. Mais en plus on va en parler, mais toi tu as fait les... J'ai fait ça, avant. Ouais. Mais c'était déjà le cas avant ou bien c'était... Non, parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques, tu pouvais pas émuler la voix de quelqu'un. Mais alors donc Suno, c'est la première ce qu'il faisait, et donc j'ai fait le test hier. J'ai créé un clone de ma voix dans Suno. Et je l'ai ajouté à une de mes propres chansons pour voir ce que ça faisait. D'ailleurs, le timbre était assez reconnaissant, mais alors je l'ai mise en voiture, j'étais avec mes enfants, et ma fille a dit à sa pote qui était dans la voiture, là tu vois c'est papa qui chante, et à côté, et elle me demande, et tu chantes avec qui là papa? Je dis c'est une IA. Elle me dit voilà, elle chante avec une IA, mais en fait c'était deux IA qui chantaient ensemble, et c'était pas moi. Elle a cru que c'était moi. Donc j'aurais tendance à penser que le truc était pas trop mal fait. Mais moi je l'ai pas reconnu. Alors je sais pas ce que je dois questionner. La technologie ou l'oreille de ma fille. Mais est-ce que toi tu utilises beaucoup l'IA maintenant parce que je sais que tu fais de la musique, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais est-ce que, parce que j'ai fait un épisode avec un ami à moi qui fait de la musique, qui fait du métal lui. Et on parlait un peu de ça, de l'avenue de l'IA et tout ça. Est-ce que toi tu emploies déjà l'IA par rapport à ta façon de composer de la chanson, ou bien il y a des gens qui disent que l'IA aujourd'hui il faut voir ça comme tout ce qui est les ghostwriters et tout ça. Ça te permet d'avoir un peu une base et puis tu peux un peu ajuster ça comme tu veux. Est-ce que c'est comme ça que toi tu vois aussi les choses ou On peut le voir de plein de façons. Moi je suis très ouvert à la technologie. Je connais plein d'auteurs, compositeurs, et je crois que la plupart, un peu notamment dans la chanson française, on va dire traditionnelle ou typique, qui en ont extrêmement peur. J'étais à un atelier d'écriture avec des artistes en octobre dernier. C'est Cabrel qui organise ça. Francis Cabrel. Ouais, Francis Cabrel. Okay. Dans le sud-ouest, et notamment le directeur du centre, lui il était horrifié, terrifié par ça, alors que par l'IA. Ouais, par l'IA. Donc beaucoup d'artistes, le son et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons d'avoir peur de ça. Quand tu vois par exemple que sur Spotify, 40% des titres actuellement chaque jour qui sont uploadés par c'est l'IA. Donc ça fout les boules. Moi je trouve, alors pour répondre à ta question, comment je l'utilise, pour le moment je l'ai pas vraiment utilisé dans un processus créatif. Je l'ai utilisé pour imaginer les chansons que j'avais déjà créées avec d'autres arrangements. Donc je lui ai demandé un grand orchestre, j'ai demandé du symphonique, parfois je me suis fait des délires avec reggae, avec du heavy metal, et sur des morceaux que j'avais déjà créés, et parfois j'ai eu des choses, franchement à l'écoute, qui étaient vraiment touchantes, émouvantes, et ça m'a interpellé sur la capacité à être touché par la production d'une machine. C'est vrai que c'est troublant. Écoute, moi je connaissais pas vraiment, parce que quand j'ai commencé à vouloir créer justement le jingle de ce podcast aussi, j'ai découvert Suno. Parce que j'écoutais quelques chansons sur YouTube et tout ça, des recommandations. On disait que c'est l'IA, je comprenais pas très bien comment c'était créé. Et puis je suis rentré dedans, j'ai payé l'abonnement et tout ça.
Et j'ai demandé de générer une chanson avec des paroles, mais j'étais totalement... je me suis dit, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Mais bon, il y a quand même un catch parce que ça reste quand même souvent des mélodies assez similaires. C'est un peu formaté. Donc et ce qui est intéressant, c'est quand tu as écrit ta propre mélodie. Avec tes chansons. Tu peux écrire ta propre mélodie. Bah ouais, tu l'uploades dans. Ah oui. Donc tu fais ta mélodie, tu l'uploades dedans et puis lui il te génère un peu des trucs. Il te génère un arrangement, donc après tu le promptes et pour améliorer ton prompt, tu peux demander à d'autres IA de t'aider à prompter mieux Suno. Tu demandes à Chat ou à Claude de te faire en fonction de ce que tu as envie, de la richesse de l'accompagnement, de l'arrangement que tu as envie d'avoir dans Suno. Ils peuvent te faire des trucs assez. Voire le plus simple dans Suno, c'est tu lui fredonnes une mélodie, donc il va retenir les notes, tu vois. Tu lui fredonnes une mélodie, tu peux faire ça? Ouais. Ok, je savais pas. Ouais, c'est. Je savais pas. Ah ouais, non, c'est très puissant, hein, vraiment. Et de plus en plus. La seule chose, c'est que ce que tu peux pas très bien faire pour le moment, c'est séparer les pistes, ce qu'ils appellent les stems. Il y a encore pas mal d'artefacts dans les pistes, parce que souvent, Suno te génère un ensemble. Et qui est difficilement dissociable, tu vois. Dans la musique, t'as différentes pistes, t'as la piste voix, la piste la piste basse, batterie, guitare, etc., clavier, bon bref. Et quand t'enlèves la piste voix, par exemple, les endroits où tu devrais avoir normalement la voix, t'as une espèce de souffle, donc tu vois, c'est pas encore tout à fait clean. Et tu peux pas, par exemple, difficilement ils te proposent ça, qui s'appelle Suno Studio, où t'exportes ça avec un multipiste dans lequel tu pourrais normalement commencer à créer. Bon, pour le moment, c'est pas encore tout à fait au point, mais rien n'interdit de penser, et c'est évident que ça va arriver. Là, on est à la préhistoire de ce qui se passe en matière d'IA. C'est le tout début, mais mais moi, j'arrête pas de le dire. C'est pour ça que même que moi, je veux comprendre en fait l'IA et que je suis en train de penser à faire cette série d'épisodes sur l'IA parce que on est au tout début d'une forme de révolution. On parle de la quatrième révolution industrielle, la révolution de l'intelligence artificielle. C'est en même temps ça. Ça fait flipper, mais aussi ça soulève au fil des questions sur les opportunités qu'il y a par rapport à tout ça. Et ouais, si j'étais un peu plus jeune, qu'est-ce que je trouve, cela dit, bon, rien à griller, parce que là, dans le nouveau projet que je lance, bien sûr, on utilise beaucoup l'IA, parce que n'importe quel projet tech que tu lances, il est IA natif, et ça te fait gagner un temps dingue. Typiquement, nous, on a un projet qui est technologiquement ambitieux, mais je connais des boîtes qui ont équivalentes US, qui ont pour un produit moins élaboré, sont lancés il y a 10 ans, ils ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, avec quelques outils IA, en quelques mois, tu arrives à peu près à avoir l'équivalent. Mais on va parler de ça aussi, de ça, parce que, bon, c'est vrai qu'on est déjà rentré dedans, il n'y a pas vraiment eu de formalité par rapport à comment ça vas-y. Peut-être que tu pourrais déjà te présenter rapidement. Moi, je te connais, bien sûr. On va dire peut-être comment est-ce que toi et moi, on se connaît. Tu peux peut-être toi-même, comment est-ce que toi tu te présentes aujourd'hui D'accord, je pense que tu allais me demander comment toi tu me présentes. Alors vas-y Nico, présente-moi pour démarrer l'épisode. Non, je préfère que tu te présentes comme ça. C'est sympa. Tu vois, c'est le mec qui invite des invités pour parler de lui. Alors écoute, je t'ai invité, j'aimerais que tu me parles de moi. De moi, le summum du narcissisme. Non mais moi je suis là parce qu'on avait beau concept d'émission, cela dit. Ça pourrait, écoutez, on sait jamais. Intéressant. Mais dis-moi, comment est-ce que toi tu te présentes aujourd'hui? Je sais que tu es une personne avec beaucoup de casquettes. Comment est-ce que toi tu te présentes aujourd'hui? Ça dépend auprès de qui je me présente. Écoute, je suis quelqu'un de curieux, tu vois, de manière générale. Je peux me présenter comme entrepreneur, multi-entrepreneur maintenant, puisque j'ai lancé plusieurs projets. J'ai eu plusieurs vies, plusieurs casquettes, et surtout beaucoup de passion. Donc je suis quelqu'un curieux avec des passions. Voilà. Et elle m'amène dans des endroits différents, que ce soit côté business, sportif ou artistique. D'un point de vue professionnel, tu te vois d'abord vraiment comme un entrepreneur. Bien sûr, d'un point de vue familial, t'as tes papas. Ouais, c'est ça, je suis un papa. T'as des enfants et tout ça. Mais d'un point de vue professionnel, Nico, c'est d'abord un multi-entrepreneur. Comment est-ce que tu arrives à être multi-entrepreneur? Je sais que tu es français, tu viens de Paris. Je sais pas, non, je travaillais à Paris avant. Je viens pas de Paris. Tu viens pas de Paris? Non. Mais déjà, tu viens d'où, Paris? De Normandie, tu vois. De Normandie, c'est un peu au-dessus de Paris quand tu remontes la Seine. Oui. Tu viens de Normandie. C'est quoi ton parcours que tu prends, toi, qui t'amène aujourd'hui à te dire, allez, à avoir créé tous ces projets que tu as lancés? Bien sûr, moi, je connais ta boîte que tu as lancée qui est déjà bien assise dans le domaine du consulting ici à Bruxelles, en Belgique.
C'est quoi ton parcours qui te ramène en fait à ça? Tu fais des études de commerce? J'ai fait les deux. Je fais des études de droit au départ. Ouais. Et donc, je me destinais à être avocat, que j'ai été brièvement, mais je trouvais ça trop statique, on va dire. Ouais. Et trop... C'était un métier un peu statique, un métier technicien, un peu bureaucrate. Avocat spécialisé dans quelque chose de en propriété intellectuelle, mais droit des affaires, propriété intellectuelle, mais ça me ramenait plutôt vers le droit des marques et le droit des brevets, et vers des matières plutôt techniques. Et là où moi j'aime le mouvement, la rencontre, la dynamique des choses, des gens et de la vie. Et je me suis très rapidement heurté à des murs. Je me suis ennuyé follement. En fait, je me suis ennuyé, c'est-à-dire que je me suis senti extrêmement contraint quand tu travailles. Et contraint, ne serait-ce que physiquement, à rester dans un bureau toute la journée, ça c'est... Mais t'as bossé longtemps dans ce domaine-là pour te sentir... J'ai fait 8 ans d'études de droit, mais j'ai également fait des études de business en parallèle. Okay. J'ai fait une école de commerce dans le nord de la France, s'appelle l'EDEC, qui est plutôt bien classée, ce qui me permettait d'avoir une double compétence droit et business. Mais à la fin, je préférais plutôt utiliser la compétence business. Oui. Et donc, à partir du moment où j'ai pris la décision de quitter le barreau, quitter le droit, je me suis engagé comme si c'était... J'ai été recruté dans le consulting. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais des copains qui m'ont dit vas-y, viens, c'est sympa, de toute façon, même si tu connais rien, on va te l'apprendre. Voilà. Et j'aime bien cette idée qu'en fait... J'ai vu de la lumière, les gens avaient l'air sympas. Il y avait 2 matières en école, en business school, qui m'étaient pas vraiment, que j'aimais pas trop, que j'affectionnais pas tellement. C'était à la fois la finance et l'IT. Et là, je me suis retrouvé, grosso modo, conseil, management, finance, IT. Voilà, très bien. Oui. Mais tu fais donc des études de droit en parallèle avec une école de commerce. Ouais. Tu fais les deux en même temps? J'ai fait le droit, exactement. Et après école de commerce, et après le barreau, et ensuite. Moi, quand j'étais à l'UNIF, je voyais les gens qui faisaient des choses comme toi. C'est-à-dire les gens qui faisaient 2 masters, qui faisaient deux cours en parallèle. Moi, j'ai fait une école de commerce aussi, mais déjà avec ça, j'avais plein. Je me demandais toujours comment est-ce que vous faites pour suivre 2 filières en même temps. Comment tu t'organises pour faire 2 filières en même temps? Et pourquoi est-ce que tu fais 2 filières en même temps? Je les ai fait, plus ou moins en même temps. En parallèle, j'ai fait le droit d'abord. Oui. Et ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle une admission parallèle, donc un concours pour rejoindre l'école de commerce. Donc quand j'étais en école de commerce, j'ai fait l'école de commerce. Tu vas dire, le plus dur dans les écoles de commerce françaises, souvent, enfin en tout cas c'était le cas à mon époque, c'est d'y rentrer. Oui. Une fois qu'on y est, c'est plus cool. Non, en fait, surtout, c'est plus cool, mais on fait d'autres choses, notamment des projets associatifs. Oui. Et là, je me suis éclaté. Il y avait un projet, j'étais dans la junior entreprise de l'école. Et également, j'ai fait, et ça, c'est le projet qui m'a le plus occupé, j'ai créé une comédie musicale. Ok. Et donc ça a été un gros truc parce qu'on l'a produite, on l'a représentée au théâtre Sébastopol de Lille, qui est un des plus gros théâtres de la ville. Voilà. Et ça donne une culture de l'entrepreneuriat, du projet en fait. C'est ça qui était vachement intéressant. Contrairement à l'UNIF, la fac comme on l'appelle en France, qui est souvent un modèle un peu théorique, un peu académique. Oui. Et pas tellement relié au monde de l'entreprise. Là, en école de commerce, c'est beaucoup plus concret, notamment à travers les associations. Ouais. Quand t'es français, que tu fais des études en France, en tout cas de la Belgique, ce qu'on voit, c'est que le modèle français, c'est un modèle qui est très tourné vers tout ce qui est compétition, tout ce qui est concours. Ici, en Belgique, par exemple, pour aller en école de commerce, il y a pas vraiment de concours, à part pour faire la médecine et tout ça. Tu viens de France, tu viens ici, quand tu compares les 2 modèles éducatifs, comment est-ce que tu les juges? Tu penses que c'est mieux d'avoir ce côté-là très compétitif, on va montrer en école de commerce, il y a une forme de hiérarchisation. C'est élitiste. C'est très élitiste comme ça. Et ici, on peut dire que Solvay, c'est élitiste, mais en vérité, pas tant que ça. Je suis un peu partagé là-dessus, parce que effectivement, quand on en est issu, parfois on a envie de protéger le truc, tu vas te dire, voilà, je fais des bonnes écoles, donc maintenant je protège. Mais là, alors qu'en Belgique, moi j'aime bien l'idée qu'on ait ce qu'on fait, et
qu'on n'est pas condamné à avoir une étiquette toute sa vie durant. J'ai fait telle école, mais en France c'est souvent un peu comme ça. Les alumni des grandes écoles continuent de truster un peu les bords des grandes entreprises. Voilà. Et notamment si tu veux rentrer dans des sorties d'école dans des grandes entreprises, je pense aux grands groupes type LVMH ou autre, si tu fais pas partie, t'es pas diplômé des grandes écoles, des parisiennes, d'écoles de commerce ou certaines grandes écoles d'ingénieurs, tu rentres pas. Tu rentres pas, carrément pas au poste auquel t'ambitionnes. Maintenant, il faut prendre d'autres voies, et au bout de quelques années, tu peux arriver. Mais ce que tu disais juste avant, tu vois, avec l'IA, je pense que ça va rabattre les cartes. Les cartes, ça. Et certainement avec bonheur, parce que ce que j'ai pu observer en Belgique, c'est que alors il y a quand même des formations qui ont plus ou moins de valeur. C'est clair, mais on est en tant qu'employeur, on évalue davantage ce que quelqu'un a fait, son parcours professionnel, plutôt que son école. Enfin, en tout cas, vous savez. Ici, ici en Belgique, en tout cas, moi j'ai tout un avis par rapport à tout ça. Je vais pas t'ennuyer avec ça. Mais c'est clair qu'en tout cas, le modèle entre guillemets élitiste, c'est pas comme ça qui s'est vécu ici en Belgique. Ici en Belgique, tu peux faire une école comme une université connue, comme l'ULB ou bien Louvain, et faire aussi des universités un peu moins connues et aller dans le marché du travail et pas vraiment sentir cette différence-là, quoi. Mais c'est vrai que vu d'ici, on a l'impression qu'en France, et en plus ça coûte super cher, les études de l'école de commerce en France. C'est un petit investissement, Il faut prendre des crédits même, je pense. Ouais. Alors, moi j'ai fini de payer le mien, j'avais 40 ans. Ah là là. C'est un peu comme aux États-Unis, tout ça. Un petit peu à moindre échelle quand même. À moindre échelle. Mais Donc voilà, en tout cas, tu fais école de commerce, tu fais des études de droit, t'as passé le barreau. Ouais. Ah, t'étais un avocat, carrément. Carrément. Et t'as fait le barreau combien de temps? Ça se fait en 2 ans. Ouais. Et puis après, t'en avais marre. Ce que je t'ai raconté, tu vois, j'ai tout fait un peu dans ce cabinet d'avocat, dans ce grand cabinet d'avocat anglo-saxon, et voilà. Et donc j'ai eu envie de faire autre chose, et le business me paraissait beaucoup plus dynamique, ludique, récréatif, que sais-je, vivant, tout simplement. Et t'as trouvé ta voie dans le conseil, dans le consulting? C'est une voie qui s'est présentée, qui s'est offerte à moi à ce moment-là, et puis voilà, que j'ai décidé d'emprunter. Ça aurait pu être une autre en réalité. C'est bizarre un peu la vie quelquefois. Parce que moi j'ai fait économie, mais je travaille dans l'IT depuis plus de 10 ans, et c'est pas quelque chose que j'envisageais de faire. C'est arrivé un peu comme ça. D'ailleurs, c'est Anis qui m'a... Bah ouais, tiens. C'est Anis qui m'a... Quelqu'un qu'on connaît ensemble qui m'a dit, ouais, écoute, parce qu'on a fini l'école ensemble. Pendant que je défendais mon mémoire, il m'a dit, écoute, si tu cherches du boulot, moi j'ai été engagé dans cette boîte-ci et j'ai postulé, j'ai été pris, et depuis je fais de l'IT. C'est un peu pareil pour toi. Comme on dit, un peu les bonnes choses arrivent. Quand on follow the flow, tu vois, un petit peu... parfois, t'entends naturellement, t'as une opportunité qui se présente, et puis vas-y, souvent ce que je dis, rien n'est irréversible dans la vie, au pire, tu vois. Au pire, tu fais autre chose. Mais si t'as une bonne opportunité, si tu le sens bien, si t'as un bon feeling, vas-y, fais-le. Voilà. Et on regrette que ce qu'on n'a pas fait, donc autant le faire. Et au pire, tu vois, au pire, si ça se passe pas bien ou si ça te plaît pas, tu feras autre chose. C'est comme ça. Donc. Mais quand tu passes d'avocat au monde du conseil, c'est quoi? Comment ça se passe le switch pour toi? Tu découvres de nouvelles choses. T'as peut-être des nouvelles tâches à faire. Est-ce que c'est facile pour toi de faire ce switch-là et d'oublier tout ce qui est côté légal? Totalement. Moi, ça a été très libérateur. J'étais très heureux d'oublier le côté légal et d'être dans l'action et dans le business. Moi, à cette époque-là, l'enjeu, c'était de comprendre les mécanismes business, de manager mes consultants, de trouver de nouveaux clients, de matcher entre les demandes des clients et puis ce qu'on pouvait leur offrir en termes d'offres. J'ai trouvé ça très stimulant. Donc au contraire, ça a été un grand bol d'air pour moi. Oh là là, ok. J'adore entendre ça parce que ça me rappelle qu'il faut vivre de passion généralement, mais bon, c'est pas facile tout le temps de vivre de passion non plus. Pour toi, tu t'es retrouvé dans
dans un domaine où tu arrivais vraiment à t'exprimer, à exprimer ton talent aussi. Et t'es arrivé à fleurir dans ça. Ouais, j'ai utilisé des choses que j'avais en moi qui malheureusement étaient sous-exploitées dans le domaine juridique, notamment mon rapport aux gens et le fait que j'aime aller de l'avant, j'aime ce qu'on appelle le business développement, tu sais, oui, bien sûr. Ouais, créer des dynamiques, entraîner, inciter les gens à travailler avec toi, tu vois. Voilà. Donc, et peut-être pour les gens qui... moi, je suis dedans, je connais un peu le monde du conseil. Est-ce que tu peux peut-être expliquer c'est quoi le rôle dans le marché de l'économie de ce que tu as commencé à faire dans le monde du conseil? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors, où ça, en France ou en Belgique? Ici, ça dépend. Ouais, après, de manière générale, le monde du consulting, ou la consultance, comme on l'appelle, en Belgique, il s'agit de mettre grosso modo, à disposition un service, une expertise, mettre à disposition des clients, service et expertise pour les aider à mener à bien leur projet. Voilà, la manière dont je le définis de façon globale. Des clients peuvent avoir des projets avec une nature, une taille différente et parfois et souvent ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas en interne les gens pour exécuter ça, donc nous on les aide. En amont, on peut les aider aussi à définir la nature des projets qu'ils veulent mettre en place, donc aussi on peut les accompagner sur ces terrains-là. Donc il y a plusieurs niveaux d'accompagnement et d'exécution auprès des clients. Mais voilà, grosso modo, c'est aider un client à réaliser ses projets. C'est comme ça que... Et donc, toi, tu as dit tout à l'heure que tu es arrivé justement à exploiter des compétences que tu avais, que tu ne pouvais pas exploiter quand tu étais dans le droit. Justement, c'est quoi pour toi ce qui est la clé en fait quand tu fais ce métier-là? Tu dois mettre en contact des entreprises avec des expertises. Il y a bien sûr un côté humain, mais on sait tous dans le marché belge, en tout cas certainement le cas aussi en France, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce marché-là qui essaient justement d'entrer dans ce marché-là. C'est quoi que tu penses de ton point de vue ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui t'a permis à toi, justement, en rétrospect, de dire que ça m'a aidé à faire la différence? Écoute, alors déjà, je pense que j'avais été bien formé au départ, tu vois, quand j'ai quitté le droit et que j'ai rejoint l'entreprise, s'appelait Bejaflor, s'appelle Enmine Partners maintenant. Ils sont présents aussi en Belgique. Donc j'ai une formation très structurée. Je crois que j'ai bien appliqué ce qu'on m'a enseigné. Donc je l'ai fait de manière appliquée comme un bon élève que j'étais. Donc en sortant du droit, je suis habitué à avoir une structure que j'ai mise au service d'un dynamisme que je pense avoir naturellement, ou un sens de l'humain, du contact. Je me nourris de ça. Moi, je me recharge au contact des gens. Ça, je pense, c'est un moteur important. Partant de là, donc j'ai appris ce métier. J'ai travaillé plusieurs années pour d'autres. Donc j'ai aussi et dans plusieurs sociétés. J'ai changé 2 fois de société en France dans le métier du conseil. Et en arrivant en Belgique, j'ai travaillé aussi. Donc j'ai développé 2 sociétés qui étaient implantées sur le marché belge. Donc j'ai eu le temps de bien connaître mon métier. Et une fois que je connaissais bien mon métier, que je savais le faire pour d'autres, j'ai essayé de le faire pour moi. Non mais tu vois, en fait, la réalité, souvent dans l'entrepreneuriat, les gens s'imaginent qu'il faut avoir l'idée du siècle. Voilà, la réalité, c'est que c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution en fait. Si y a un truc que tu fais bien, bah voilà, fais-le. Et le fait qu'il y ait la concurrence, bah écoute, la preuve c'est qu'il y avait de la place. Hein. Il y a toujours de la place pour un peu de concurrence, je pense. Bien sûr. Marché qui est, comme celui-là. Ouais, donc il faut exécuter, il faut y aller. C'est plus simple, tu penses, de se lancer dans une idée dans laquelle tu as déjà une forme d'expérience. Je pense, d'un métier que tu connais, bien sûr. C'est plus dur de se lancer dans un truc que tu connais pas, mais qui est peut-être passionnel, mais tu ne connais pas les in and out et tout ça. L'avantage, c'est que tu vas apprendre, mais le risque est supérieur, je crois. Un métier que tu connais bien, si tu arrives à identifier les points sur lesquels tu peux l'améliorer, t'es pas obligé d'aller jusqu'à disrupter ton métier, mais tu vois, juste quelque chose de bien exécuté, t'as beaucoup plus de chances de réussir que si tu
part d'un métier qui n'existe pas, c'est sûr. Mais c'est passionnant, après, avoir l'idée que tout le monde aurait aimé avoir, une idée que personne n'a jamais vue, et la réaliser. Tu vois, j'aurais adoré être Airbnb, ou je sais pas, j'écoutais un podcast avec Frédéric Mazzella qui a créé Blablacar, il disait voilà, moi j'aime avoir des idées, de poser des questions que les gens ne se sont pas posées, et c'est vachement intéressant, ça aussi. Ouais, c'est interpellant, parce que le fait il y a beaucoup de gens, moi je connais aujourd'hui personne qui dit pas que moi je veux me lancer dans un truc, mais il y a très peu de gens qui font. Tu peux avoir une idée, avoir l'expérience, mais se lancer et faire, c'est un énorme pas de passer du fait de vouloir et du fait de faire. Moi j'ai l'impression que les jeunes générations de plus en plus. Hein, ils sont un peu plus tournés vers le risque. Vers l'entrepreneuriat, ouais. Pourquoi tu penses que c'est le cas ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça dit ? Je sais pas, du rapport, du doute qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des entreprises, qui ont peut-être pu les décevoir, ou leurs parents avant eux. Le chômage, la direction prise, morale, économique, tu vois. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être une défiance vis-à-vis du monde de l'entreprise, et donc je crois que le terme entrepreneur, par exemple, il y a 20 ans, on était à peine employé, en fait, personne, tu vois, moi quand j'étais en business school, la plupart de mes copains, ils voulaient être auditeurs, travailler dans le marketing, travailler dans des grands groupes, mais il n'y en avait pas tellement qui disaient... Enfin, il y en avait quelques-uns, parce que je te dis, j'avais aussi rejoint la junior entreprise, et donc avec précisément un pôle qui s'appelait le pôle entrepreneur. Tu vois. Mais bon, c'était vraiment... C'était embryonnaire, c'était très anecdotique. Et j'entendais des gars qui disaient, moi, je veux créer ma boîte. Mais... ils étaient minoritaires, moi pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs, donc c'est un monde qui m'était pas du tout familier. Mais autour de moi, j'en entendais pas tellement qui disaient ça. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, je crois que ça, c'est un statut qui est presque enviable. Alors de temps en temps, il est même un peu comme un peu trompeur, parce que le terme entrepreneur, il est un peu repris à toutes les sauces. Voilà, c'est ça, un peu dans tous les sens. Salut jeune entrepreneur, tu vois, ce genre de truc. Je sais pas si tu te rappelles, c'est les vidéos où tu voyais un gars qui t'expliquait qu'il allait vendre des formations en crypto, et puis t'allais arrêter de demander de l'argent de poche à ta grand-mère. Je me rappelle. Bon, ben voilà. Je pense qu'entrepreneur, ça peut prendre plein de formes aussi. J'appartiens à plusieurs clubs d'entrepreneurs, et ça prend c'est plein de métiers, c'est plein de formes. Mais c'est un état d'esprit, et l'état d'esprit que tu décris, c'est à un moment ou à un autre aussi, c'est une prise de risque. Voilà. C'est un risque que tu prends, que ça marche pas. Parce que, en l'occurrence, quand tu te lances tout seul, t'as beau savoir qu'en exécutant bien, t'as plus de chances que ça fonctionne, ça peut parfaitement ne pas fonctionner du tout. Et puis écoute, à ce moment-là, tu fais quoi ? Tu fais autre chose. Aux États-Unis, ils disent fail fast, tu vois. Yes. Peut-être aussi, tu vois, c'est quelque chose qui est dit généralement, c'est que en France, c'est peut-être aussi en Belgique, dans le monde francophone en tout cas, le rapport à l'échec, il est différent du monde anglo-saxon. Tu vois, par exemple, ici en Belgique, quand tu fais faillite, tu vois, c'est un peu comme si tu avais... t'es marqué au fer rouge. T'es marqué, voilà, c'est ça. Tu vois, t'es marqué. T'as le goudron, les plumes, et ça y est, c'est terminé. Tu peux pas aller voir les banques. Tu peux plus diriger de boîte, ça y est, c'est terminé. Et pourtant, aux États-Unis, ils ont des mécanismes pour faire faillite, et puis tu recommences, et puis c'est parti. Tu penses qu'il y a ce côté culturel là aussi qui rentre un peu en compte, le fait que peut-être dans une autre génération, les gens avaient peur de l'échec. La peur de l'échec fait plus peur que la peur de l'envie de réussir. Terriblement, on le voit à l'école, tu vois. Déjà. Et le rapport aux notes, aux mauvaises notes, c'est ça. tu vois, et tu racontes... On évoquait avant les parcours académiques et le côté élitiste français. Alors que la réalité de la vie, c'est que quand tu réussis, souvent, t'apprends rien. Enfin bon, mais j'exagère un peu, mais on n'apprend jamais mieux que quand on se plante. Voilà. C'est clair. Mais quand tu te plantes, ça dépend de ce que t'as mis comme risque aussi. Hein.
Se planter, ça fait peur. Hein. Je veux dire, il faut être honnête. Mais non, si on est poussé que par la peur, on peut jamais rien faire. Bah ouais, comme je disais tout à l'heure, on regrette que ce qu'on fait pas. Donc à un moment... Ça c'est vrai. Ouais. Il y avait eu cette étude. Moi, je sais pas s'ils étaient allés interroger des personnes sur leur lit de mort, mais en fait, si souvent des gens, à la fin de leur vie, on leur posait la question, en fait, ce qu'ils avaient regretté, c'était tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Ouais. En revanche, ce qu'ils avaient fait et pour lequel ils s'étaient plantés, ils n'en parlaient pas. Ouais, tu vois, et ils parlaient, donc on demande des regrets, bah ouais, c'était tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, y compris l'entrepreneuriat, faut le faire. Oui, c'est un peu, tu vois, les injonctions comme ça. Faut le faire si on a envie de le faire. En fait, il faut surpasser sa peur. Mais ouais, et puis au pire, on risque quoi? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Bah ouais. Bah, si tu te plantes et que tu perds ta baraque, c'est pas fun non plus. Ouais. Mais peut-être qu'il faut aussi inclure dans l'équation le fait de mesurer ses risques. Ça dépend ce que tu as. Quand toi, tu as décidé, par exemple, tu étais en France, tu fais droit, tu passes dans le monde du conseil. Tu as commencé en France, je suppose, dans le monde du conseil. Ouais, exactement. J'étais à Paris. Ouais. Et puis, tu viens en Belgique. On va peut-être revenir à quand est-ce que tu reviens en Belgique. Okay. Mais quand tu décides de lancer, est-ce que pour toi, c'était un gros risque de lancer ta boîte? Quand je lance Taléo, je suis tout seul dans mon salon. Ouais. J'étais salarié juste avant, je gagnais très confortablement ma vie. Et d'un coup, bah oui, j'ai plus d'argent. Ouais. Donc, c'était un risque parce que je perdais un train de vie confortable. Mais bon, c'était ce que je sentais que je devais faire. Voilà. Je me disais, bah, au pire, je retrouve un job dans une boîte concurrente et ça sera pas très compliqué. Ouais. Je risquais pas ma maison à ce moment-là. Il faut dire que j'étais marié et j'avais la chance d'avoir une épouse qui avait une bonne situation stable. Donc, j'aurais pas mis la famille sur la paille. Voilà. Ouais. Mais on venait d'avoir notre premier enfant. Était enceinte du deuxième, donc c'est intéressant comme période. J'avais un peu l'impression d'ouvrir tous les tiroirs en même temps. Mais écoute, tu sais quoi, on a un deuxième, mais bon, on va rigoler, on va se mettre un nouveau job en plus, et puis voilà. Et ça paraît d'autant plus joyeux quand on l'a réalisé. Et je me souviens quand la semaine où mon deuxième enfant est né, on avait réalisé cette semaine-là les deux plus beaux deals. C'était quelques mois après avoir lancé Taléo. C'était incroyable. Et je suis revenu, les petits jeunes que j'avais embauchés avaient repeint les bureaux comme ça, m'avaient fait une surprise. Ils avaient repeint un espèce, puisqu'on squattait plus ou moins un KGB, enfin un petit bureau qu'un pote qui lançait sa boîte aussi m'avait mis à disposition. Et donc il y avait un espace comme ça, entre deux bureaux suspendus dans l'air, une verrière qu'on n'avait pas du tout le droit dans laquelle on n'avait pas du tout le droit d'aller, mais finalement on avait squatté ce lieu-là, il l'avait repeint. C'était une sorte de, enfin je sais pas comment décrire le truc, c'était assez fou en fait. On a l'impression de faire une cabane de verre dans les airs. Ils avaient repeint le truc et j'étais rentré. Voilà, moi j'avais mon fils qui était né. Eux ils avaient signé, ils avaient ouvert un compte avec deux affaires. Enfin bon, ça faisait partie des super souvenirs et tout se mélange. Mon fils, le business, l'esprit d'entreprise, tu vois. Voilà, donc a posteriori, effectivement, quand tu revois le truc, mais c'est comme plein de trucs un peu difficiles qu'on fait dans sa vie, quand on relie les choses avec de la distance, on s'en rappelle même plus. J'ai eu 3 enfants à des âges assez rapprochés. Je dois dire, j'ai pas beaucoup dormi la nuit pendant ces années. Ouais, je peux comprendre. Et pourtant, maintenant, je trouve ça trop cool. Si tu vois, des jeunes couples viennent me demander ce que c'est, à quel point je leur conseillerais que de fonder une famille, d'avoir des enfants, 10 000 fois, je leur conseillerais de le faire. Et pareil, pour créer une boîte, parce que
Parce que c'est sûr que quand j'étais tout seul dans mon salon, que j'avais pas d'argent, que je rappelais mes anciens clients, et que bah, bien sûr, quand t'as plus accès au référencement, t'as plus de moyens, t'as plus bon bah ouais, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Et en fait, tu te sens libre, et c'est comme autrement plus chaque victoire est encore plus belle en fait. Donc juste pour peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est vrai qu'on a été un peu vite dans le non c'est moi qui suis allé un peu vite par rapport à ça, parce que c'est une discussion très intéressante, mais on était sur le fait que tu étais en France, effectivement, tu as fait des études de droit, tu as fait aussi école de commerce. Tu as commencé dans le barreau, tu es resté 2 ans dans le barreau, et puis tu as fait le switch pour aller vers le conseil. Tu as travaillé là-bas, je sais que tu travaillais là-bas quelques années, et puis tu es venu en Belgique. Qu'est-ce qui te pousse au fait de quitter la France pour venir en Belgique, et tu viens en Belgique pour faire quoi exactement ? Pour m'occuper d'une offre dans une société de consulting française qui a aussi un bureau en Belgique. Ouais. Voilà. Et j'y vais par feeling. Ouais. En fait, pour être tout à fait précis, donc je suis chassé comme ça en direct sur c'était même pas LinkedIn à l'époque, c'était en 2011 en France. T'avais un réseau social qui s'appelait Viadeo, je crois que c'était Viadeo. Bref, tu vois. En France, on a créé des super trucs qui ont été complètement Dailymotion. Tu vois, Dailymotion. On a même créé Facebook avant, ça s'appelait Copain d'avant. Ah ouais, ça je connais, ouais. Friendset même ils ont créé, tu vois. Ça c'était le vrai, bon bref. Ouais. Et donc il me parle des bureaux de l'entreprise en question, et je vois qu'il y a un bureau à Singapour. Je dis ouais, trop cool, ça me ferait plaisir. J'avais fait une partie de mes études en Angleterre, donc je m'étais dit, à un moment, j'arrivais vers la trentaine, je parlais anglais, enfin, j'adorais l'anglais et j'adorais l'environnement international, donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de ne pas faire toute ma carrière à Paris. Donc je suis chassé par une boîte qui a des bureaux internationaux dans le conseil. Je me dis ça pourrait être intéressant s'il y avait une opportunité, mettons à Singapour, voilà. Ouais. Et là la chargée de recrutement, la DRH me dit bah non, dommage, Singapour ça va pas le faire, mais il y a Bruxelles. Je dis bon bah allez. Non mais pardon, je t'ai jamais venu à Bruxelles, j'avais fait une partie de mes études à Lille, mais tu vas à Singapour, Bruxelles, dit ok. C'est pas la même chose, hein. Ok, je vais venir voir, et puis super fit, et donc premier entretien avec la DRH, et puis elle me dit bah ouais, écoute, si tu veux, tu peux aller à Bruxelles rencontrer le responsable local, voilà, je pense que ça matcherait bien. J'y vais effectivement, voilà, je trouve ça sympa, ouais, j'aime bien la vibe, ouais. Je bois, tu vois, je prends mon Thalys, ça s'appelait Thalys à l'époque, pas Eurostar, j'arrive, l'entretien se passe bien, après les bureaux sont situés à Arlois, donc je descends sur la Grand Place, waouh, je trouve que ça a de la gueule, je bois une bonne bière, enfin bon, bref, cool, tu vois, je rentre, je suis ok, je pense que ça peut le faire, bah écoute, voilà, je vais y aller. Oui. Je suis pas loin. Je reste en plus à 1h20 de Paris, donc... Ouais, en Eurostar, ouais, c'est pas ça. En Eurostar, ouais, c'est ça. Donc, au pire, mes potes, tu vois, je pourrais... Puis ils viendront me voir, et puis eux, ça leur fera un petit dépaysement. Donc, c'est ça. Et je me suis dit, ça me fera un sas aussi. Au pire, j'y vais pas maintenant en Asie ou ailleurs dans le monde, mais ça me fera un premier palier, un premier sas de lancement vers l'international. Et il se trouve que il était prévu à un moment que je parte justement en Asie, sauf que j'ai rencontré ma femme, et puis voilà, qui elle travaille dans le cadre des institutions européennes, et de fil en aiguille, voilà, je suis resté pour les meilleures raisons du monde, par amour. N'est-ce pas, et voilà, donc on a eu des enfants, j'ai créé Taléo ici, et puis bah ouais, j'ai créé ma vie, tout en ayant la possibilité qui est formidable de pouvoir rayonner à travers l'Europe, puisque comme tu sais, j'étais allé, on a créé des bureaux un peu partout en Europe. Donc j'ai toujours aimé l'idée de pouvoir voyager, d'aller de l'un à l'autre, pour une formation, pour rencontrer des clients, pour piloter aussi les
les activités. Donc Bruxelles et entre nous, j'y suis très bien. Je trouve qu'il y a. C'est une bonne ville. Ça va. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bruxelles est un peu endormi comme ville. Les gens qui comparent Bruxelles à Amsterdam ou à Paris, je veux dire, Bruxelles, c'est pas Paris, bien évidemment. Paris, c'est beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire. Mais beaucoup de gens trouvent que Bruxelles, c'est une ville un peu. Ouais, c'est plus chill, ouais. Tu vois, mais ça fait du bien. Après, le rythme, on le met où on a envie de le mettre, et notamment le fait d'avoir une famille ici, un cadre de vie. Toi, tu vis aujourd'hui en plein Bruxelles? En plein, j'habite à côté du Bois de la Cambre. Donc, c'est à Bruxelles, en plein Bruxelles. Je suis en ville, mais je traverse la rue, je suis dans le bois. Donc j'ai un petit jardin, je pars avec mon chien, et puis voilà. Tu fais ton sport aussi dans le Bois de la Cambre. C'est ça. Ouais. Non, mais moi je trouve que Bruxelles, comparé à d'autres grandes villes d'Europe, clairement Bruxelles c'est pas Londres ou c'est pas Paris ou Amsterdam, mais je trouve que c'est une bonne ville pour vivre tranquillement. C'est super, à Londres tu es en 2 heures, Amsterdam pareil, tu vois. T'es un peu à la croisée de ces grandes villes là, t'es pas très loin de. Tu te fais pas assassiner au niveau immobilier, donc. Ouais, pas encore. Avec les prix qu'on voit ces derniers temps à Bruxelles. Je pense que d'ici quelques années, je sais pas si ça sera les prix de Paris, mais je trouve que les prix à Bruxelles, ils sont de plus en plus inaccessibles. Je me demande comment les jeunes vont faire pour accéder à la propriété dans Bruxelles. Comment les jeunes vont faire, Je sais pas, moi j'habite pas à Bruxelles, donc mais quand tu regardes quand même le marché immobilier à Bruxelles et dans ses environs, ça devient de plus en plus quand même d'un point de vue belge, je dirais peut-être pas d'un point de vue parisien, parce que parisien c'est une stratosphère un peu différente, mais oui, il y a beaucoup qui trouvent que ça devient de plus en plus cher et inaccessible. J'ai probablement pas le même référentiel que quand les copains français viennent, ils ont l'impression qu'on vit comme des nababs en fait, en termes d'espace. Oui, je sais. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je travaillais dans une banque ici à La Place, j'ai une collègue qui est française qui venait de Paris et qui est arrivée, qu'elle a vu qu'ici à Bruxelles, on vivait dans un 70 mètres carrés pour les Français. À ce prix-là, elle était choquée. Elle avait l'impression que c'était des espaces énormes. Et pourtant, ici, c'est assez standard. Parce qu'à Paris, c'est du 10 ou 20 mètres carrés, quoi, que tu pourrais payer au prix d'un bras. Tu vois, donc moi je tiens à mes bras, je fais des choses avec. Et j'apprécie mon espace ici. Donc non. Et en fait, le rapport à la vie, aux gens, aux choses qui est plus relax en fait. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai observé, que j'apprécie beaucoup et qui me maintenant j'aurais beaucoup de mal à me retrouver sous pression, sous pression aussi, la pression on vit tout le temps, mais tu vois, ce rapport aux gens un peu sec, un peu vertical aussi dans le monde de l'entreprise par exemple. Et donc quand tu lances la boîte Taléo, parce qu'on va un peu revenir sur ça, tu dis que c'était bien sûr tu prenais un peu de risque, tu te retrouves dans ton salon, t'as ta femme qui est enceinte, vous avez déjà la petite qui était là, qui était déjà là, et puis il y avait le deuxième bébé qui devait arriver. Ta femme, elle pensait quoi de tout ça? Du fait que tu avais une bonne situation, tu disais. Elle pensait quoi de tout ça? Elle te soutient ou bien elle te dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous? mais après, elle me soutient. Voilà, parce qu'elle savait que j'allais en faire qu'à ma tête de toute façon. Donc, C'était plus fort que toi? Tu voulais lancer un truc pour toi? Ou bien c'est parce que juste t'as vu une opportunité, tu t'es dit je peux faire? Ou bien c'était vraiment genre, t'avais un feu, t'as dit non, je dois aller. Il fallait que je le fasse, tu vois. Au bout d'un moment. Non, puis j'ai un rapport particulier peut-être avec l'autorité, avec la hiérarchie. Donc, tu vois, au bout d'un moment, valait mieux pas trop que j'ai de patron. Avec le dernier, c'était pas si simple. Donc, voilà. Je pense que tout le monde cherche cette liberté-là. Le fait de se dire que t'as plus vraiment des comptes à rendre à une personne, à un individu, peut-être à tes clients. C'est plus facile de rendre compte à des clients puisqu'ils sont un peu. C'est pas des individus. Mais tu as trouvé cette liberté-là avec le fait de te lancer dans ta boîte. C'était facile pour toi au début, quand tu as commencé avec Taléo? Ouais, parce que j'avais l'envie, tu vois, j'avais le feu sacré. La réalité, c'est que je commençais à avoir une bonne vision de ce métier et de ce que je ne voulais pas et de l'esprit, des valeurs avec lesquelles j'avais envie de créer mon entreprise et d'être parfaitement aligné, cohérent entre ce que
ce que je voulais et ce que j'allais pouvoir mettre en place. Donc j'étais absolument ravi d'avoir cette liberté, qui était pour moi une énorme contrainte et qui le devenait de plus en plus. Mon précédent employeur, je prenais de plus en plus d'initiatives, de liberté, et en fait, au bout d'un moment, ça clashait avec l'ADN de l'entreprise, parce que donc il fallait que l'entreprise me ressemble davantage, voilà, pour que ça fonctionne. Donc quand tu viens d'une boîte où tu as eu un peu quelques clashs avec ton présent employeur, que tu lances ta propre boîte, tu te dis que tu viens alors avec une idée claire de ce que tu veux, et tu sais ce que tu veux, et tu sais ce que tu veux pas dans ta boîte. Ouais, j'avais une idée très claire du modèle d'entreprise que je voulais déployer. En termes de structuration, de développement commercial, d'offres, je pense que j'étais assez clair. J'avais une vision de ce que je voulais, exécuter. Donc ça m'a bien aidé. Enfin, ça m'a bien aidé. J'avais bien appris mon métier avant, tu vois. Et t'arrives à quel moment pour toi ça devient clair que le choix que t'as fait, c'était le bon choix? Moi, ça allait assez vite. En réalité, tu vois, au bout de quelques mois, les 2-3 premiers mois, je suis dans mon salon, mais je signe déjà 4 affaires sans avoir de bureau. J'avais déjà mes associés, donc l'idée, c'est que j'avais aussi des associés qui n'étaient pas en Belgique, qui étaient l'un à Paris et l'autre au Luxembourg. Mais au Luxembourg, ils étaient aussi dans leur salon, pareil. Voire, ils faisaient des calls dans leur salle de bain. En cabine, tu vois, la cabine, c'est pas ta cabine de podcast, là, t'imagines, c'est la cabine de douche. Et puis, ils font des calls là. Donc, pareil, c'était vraiment l'entrepreneuriat à l'ancienne, mais on avait, on avait la foi, en fait. Et j'étais sûr que ça allait bien se passer, tu vois. Et ça s'est très vite bien passé. Et donc, et rapidement, l'esprit start-up, t'as un peu un côté épopée au départ. Donc, je me rappelle la première stagiaire que j'ai embauchée, qui d'ailleurs est toujours employée, tu vois, 10 ans après. Elle m'a rejoint dans le salon, ou plus exactement dans le resto qui était en bas de la maison. On se voyait là, elle m'aidait à faire des CV ou des petites choses comme ça. Je travaillais un peu de petites mains au départ, et donc après elle a fait des RH, maintenant elle est consultante depuis toutes ces années, mais très rapidement donc, on a pris des bureaux. J'avais ce pote qui m'a dit tiens t'as créé ta boîte, si t'as envie de bosser quelque part. Je dis ça tombe bien, ok super. On avait déjà 4 consultants. Rapidement, en 6 mois il y avait déjà une dizaine de consultants. Et puis en 1 an on faisait déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. C'est une avancée spectaculaire presque, j'ai envie de dire. C'est allé très vite, c'est vrai. Donc j'ai pas eu tellement de temps pour douter, en réalité. Franchement, c'est très bien, c'est très inspirant. Alors, c'est-à-dire que tu arrives dans un concept, tu crois en toi, tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a un peu tiqué ce que tu as dit, fallait le faire, t'avais comme une forme d'envie en toi de dire voilà, je dois le faire, c'est le moment, je dois le faire. Je l'avais fait pour les autres, si tu veux. La précédente boîte que j'avais rejointe, en gros, je l'ai aidé à scaler d'une 30aine de personnes à 100 personnes en 1 an et demi. Donc je me suis dit non, là c'est bon, ça suffit. Et au début il m'avait dit, quand je les avais rejoints, quand il y avait 30 personnes, si tu veux on va te donner des parts, tu vois. Et puis bon, évidemment quand la boîte elle fait 100 personnes, les parts on verra. On verra plus tard. Il a fait ok, peut-être, c'est de bonne guerre. Et ça m'a piqué. En réalité, et c'était finalement une des meilleures leçons qui ait pu m'arriver, parce que peut-être que j'aurais pris un pourcentage mais ridicule tu vois, alors que d'un coup j'ai la chance de pouvoir créer ma boîte, de mettre mon empreinte et d'avoir beaucoup plus de maîtrise sur les choses, donc voilà. Ça s'est bien passé. Après comme je disais tout à l'heure, peut-être que si j'aurais appris davantage si je m'étais planté. Mais je veux dire, toute expérience ne doit pas passer par un plantage. Le fait de réussir, c'est aussi une très très bonne chose. Mais toi, justement, ce succès-là, fulgurant, rapide, tu dis après 1 an, vous êtes à 2 millions en chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement, et puis par rapport à ta vie, par rapport à ta vie de famille, cette réussite assez rapide qui t'est arrivée? Moi, à ce moment-là,
Déjà pendant 1 an, je m'étais pas payé, tu vois. Ouais. Donc ça m'a déjà apporté une petite sécurité financière, parce que j'ai pu vivre de ce que générait ma propre entreprise. Voilà, j'étais le dernier, au bout d'1 an, il y avait peut-être une vingtaine de consultants, j'étais le dernier à avoir une bagnole. Donc je dis ok, c'est bon, là peut-être voilà. Donc ça m'a apporté évidemment un peu de confort matériel, et puis ça rassure aussi. Mais ça, et puis ça aiguise l'ambition, tu vois. Je dis si on en est là, ça te donne envie d'aller plus loin. Ouais, ça donne envie d'aller plus loin. Je dis, ce modèle-là du conseil, cette vision que j'avais a été validée par le marché et par les gens qui m'ont fait confiance. Donc c'est très gratifiant en réalité. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, dans le monde du conseil à Bruxelles, Taléo, la boîte que tu as créée, c'est une boîte qui est connue sur Bruxelles et qui a une bonne réputation. En tout cas, je connais encore des gens qui bossent là-bas. Et tu dis que c'est gratifiant. C'est gratifiant d'arriver avec une idée, de l'appliquer avec beaucoup de ferveur et beaucoup de confiance en soi et d'envie de réussir. Du cœur, ouais, même. C'est ça. Et de se dire, j'ai mis mon cœur, mes tripes, et ça marche. Ouais, t'as vu, t'es venu chez Taléo, il y a quand même une empreinte forte en termes de personnalité. C'est chez moi, voilà. C'était un prolongement de mon salon. J'ai mis mes instruments de musique, mes livres, tout, tu vois. Donc, Et on va y revenir. Mais quand tu dis que cette réussite, ça te donne envie de faire plus. Le fait de réussir rapidement, tu te dis que peut-être que tout est possible. Que tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire en vérité. Il n'y a rien, tu ne dois plus vraiment... quelque chose te dire que voilà, ça, je peux pas le faire. Parce que tu as essayé quelque chose, ça a très bien marché. Et cela, est-ce que tu te sens maintenant pousser des ailes? Eh bien, écoute, au sein de Taléo, on s'est senti, parce qu'on a ouvert d'autres pays, tu vois, au fur et à mesure. Déjà, en Belgique, on est passé, donc là, au départ, peut-être, on est une trentaine de 30-40 personnes. On est monté jusqu'à 200, donc il y a... On peut toujours grossir, même si finalement la taille c'est pas forcément une synonyme de vision. Ça c'est un autre sujet. Grossir, mais grossir c'est aussi entraîner plus de monde dans la conviction qu'on a de bien faire les choses dans ce métier. Donc pour moi c'est ça aussi. C'est une façon de changer aussi un peu le métier du conseil par rapport à ce que j'avais connu d'entreprise que je trouvais un peu raide, ou d'une considération vis-à-vis des consultants que je trouvais parfois utilitaire ou inhumaine, on va dire les choses. Montrer qu'il y a une autre manière de faire possible, ou en tout cas une manière qui me ressemble, tu vois, ne serait-ce que ça. Déjà pour moi c'était le sens il était là. Donc ça c'est rassurant, c'est gratifiant. Tout est possible. Bon, oui, il y a des moments, effectivement, quand ça marche très vite, très bien, t'as l'impression que voilà, tu peux aller partout, avec la même énergie, la même conviction, rien ne va t'arrêter. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché avec la même réussite dans tous les pays. Par exemple, je vois, j'ai ouvert un moment Amsterdam. Amsterdam, on a quand même pas mal plafonné. Et au bout de quelques années, on a décidé d'arrêter, parce que le ratio entre l'énergie que qu'on y mettait et ce que ça nous rapportait, il en valait pas la peine. La même énergie, je préfère la mettre en Belgique ou dans d'autres pays que la consacrer là-bas, par exemple, tu vois. Et ça, c'est des bonnes leçons aussi. Est-ce que ce modèle de consultance, en tout cas cette industrie-là, est-ce qu'elle est telle qu'elle existe aujourd'hui en Belgique, elle existe sous la même forme aussi dans d'autres pays, en France par exemple, parce que j'imagine que oui, mais... Oui, on a Taléo Paris qui marche fort aussi. C'est plus d'une centaine de personnes. Donc oui, il existe même... Il a même été créé, j'ai envie de te dire, plutôt même côté français, tu vois, t'as des grosses boîtes historiques, Oui, c'est vrai. Tu vois, Capgemini, c'est français, par exemple. Oui, je sais que Capgemini, c'est français. Il y a aussi une autre boîte française assez connue. Il y en a plein, mais voilà, donc
Donc ouais, les Français ont été plutôt précurseurs dans ce métier-là. Il y a énormément de Français qui sont venus en Belgique avec des succès divers, mais il y a beaucoup de monde sur ce marché. On dit souvent dans le monde de l'entreprise que grandir, c'est bien. Grandir trop vite, ça peut être risqué. Parce que ça apporte des challenges. Quand tu grandis trop vite, il y a même des boîtes qui échouent parce qu'elles grandissent trop vite. Ouais, parce qu'à un moment, si t'as pas bien construit les fondations, alors je sais pas ce que c'est que grandir trop vite. J'ai connu quelques caps de croissance, tu vois, 50, 100, 150. Bon, il y a le plus gros, c'est à peu près autour des 50. Après 100, tu vois, t'as aussi des instances syndicales voilà, c'est ça, représentatives. Oui, mais c'est tout ça, la régulation. Et même le flux de trésorerie aussi pour pouvoir soutenir la charge salariale qui vient avec et tout ça. Ouais, absolument. Et donc, c'est presque pas le même métier. Et c'est peut-être même parfois pas les mêmes personnes pour t'accompagner dans ces moments-là. Ouais. Au début, quand tu es en mode start-up, c'est ça, tu as l'impression d'embarquer tout le monde dans une épopée. Et puis au bout d'un moment, ça devient une institution avec des process, avec un cadre, avec un contrôle de gestion, avec un CFO, tu vois, avec des validations. Voilà. Et donc, c'est plus aussi. C'est moins marrant. Moi, je me rappelle. Non, mais je me rappelle de certains top managers qui m'avaient suivi pendant plusieurs années. Au bout d'un moment, ils m'ont dit bah ouais, en fait, on préfère avant quand on était plus petit. Et je comprends. C'est une autre exigence. Quand tu commences à grandir, effectivement, tu dois. Je sais pas si c'est le cas pour toi, te faire auditer. Par exemple, je pense qu'en Belgique, il y a une loi par rapport à la taille de la société où tu es obligé de te faire auditer et tout ça. Ouais, on est clairement plus dans une ambiance. C'est plus l'esprit start-up, tu vois. Voilà. Mais toi, c'est ça que tu préfères, toi, peut-être l'avoir gardé cet esprit start-up là. Alors, moi, à titre personnel, moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Mais il faut une énergie pour tout. Donc, mais oui, en effet, moi, j'aime bien. J'ai une âme plutôt créative, donc j'aime bien les débuts, enfin en tout cas les lancements. J'aime bien les lancements et puis vous accompagner un peu plus loin aussi. Là, je suis plus exécutif chez Taleo parce que si j'ai lancé d'autres projets et je retrouve une autre énergie aussi. Ce faisant. Mais je souhaite à ces autres projets d'avoir la même réussite que Taleo, avec qui je suis toujours en contact, et bien sûr... Donc, on va y revenir, hein, mais je sais que la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit effectivement que tu avais bifurqué un peu sur autre chose. Taleo, ton bébé, tu l'as laissé un peu entre les mains des personnes en qui tu as confiance, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de faire un parallèle un peu avec ce qu'on a commencé à dire, parce qu'on parlait de l'IA tout à l'heure dans la musique. On va parler maintenant de l'IA dans le monde du conseil. L'IA arrive, on a dit tout à l'heure qu'on était au début de quelque chose d'énorme. Ça va changer nécessairement beaucoup de domaines de la société, en allant de la musique à l'armement, peut-être à plein d'autres choses. Est-ce que dans ce domaine du conseil là, tu vois aussi une percée de l'IA ou bien des opportunités avec l'IA ou pas? Comme je suis optimiste, moi je vois des opportunités partout. Et à titre personnel, je suis très friand des outils de l'IA. Voilà, j'ai construit des sites web récemment tout seul. J'ai tout l'écosystème cloud. J'ai énormément de choses autour, tu vois. Donc bref, moi perso ça m'éclate. On parlait de Suno tout à l'heure. Donc c'est un sujet à titre personnel que j'adore. Maintenant, rapporté au monde du conseil. Ces dernières années, une de mes grandes fiertés, ça a été de recruter beaucoup de juniors. Parce que j'adore miser sur et aider un jeune, ou une personne de manière générale, à optimiser son potentiel et l'aider à grandir. Et la réalité, c'est que pour être intégré, un junior au sein d'une grande entreprise, d'un grand compte, souvent au départ, il va faire il va exécuter des tâches, par exemple quand on appelle un PMO, il va rédiger des comptes rendus de réunion, il va faire des slides. Quand tu vois ce que l'IA peut faire à la place, forcément ça interroge. Voilà, forcément ça interroge, et ça interroge sur toute une génération qui a fait des longues études, qui a appris plein de choses, et puis d'un coup qui arrive et qui potentiellement on dit en fait ce que tu as appris à faire, là on n'a plus besoin de toi. Voilà, donc entre nous j'en sais rien,
c'est des suppositions que je suis pas seul à faire. Il y a plein d'entreprises dans le secteur. Bon, alors les plus impactés, on les connaît. Ça va être les designers, profession peut-être juridique, conseil. Enfin voilà. On va voir. Il y a une grosse marée qui va arriver. On va voir, mais peut-être que ceux qui arrivent, ceux qui sont jeunes diplômés maintenant, ils sont pas tout à fait IA natifs, tu vois. Peut-être que ceux qui prennent le virage maintenant et que là qui s'arment, ils vont arriver, ils vont complètement court-circuiter le truc, et puis en fait ils vont aller tellement vite que c'est eux dont les entreprises auront besoin. Mais est-ce qu'il y aura pas un gap entre temps? Honnêtement, j'en sais rien. Après, il y a aussi un sujet qui est plus d'ordre démographique, c'est que comme la population européenne vieillit, d'une certaine manière, ça va peut-être pouvoir se réguler de cette façon-là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une grosse vague qui va arriver bientôt. Franchement, honnêtement, je pense que dans le monde de l'IT, spécifiquement, d'ici 5 ans, il y aura un gros changement. Je sais que, je sais pas si tu suis, j'imagine peut-être que tu suis l'actualité. Moi, je suis beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, les podcasts YC et tout ça aux États-Unis. Et ils parlent des outils qu'ils sont en train de développer. Moi, j'ai suivi le CEO de Microsoft quand il était à Davos. On lui a demandé par rapport à comment est-ce que Microsoft voyait un peu l'IA agentique d'ici quelques années. Et ils sont en train de développer des trucs de malade. Ils sont en train de développer carrément des collaborateurs virtuels. Et on le voit même déjà aujourd'hui en entreprise, qu'il y a des implémentations en IA qui sont en train de... On voit déjà qu'il y aura des fonctions, en tout cas des tâches qui seront carrément wiped out d'ici 2 ans, quoi. Moi, je pense que c'est une grosse opportunité. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Voilà, moi, je conseillerais à mes enfants. C'est drôle parce que, tu vois, ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps à faire du vibe coding. Ouais. Et au milieu de mon salon... Attends, Ah, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça va là. Ouais, donc... j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à faire du vibe coding sur les nouveaux projets sur lesquels je travaille, au milieu du salon. Oui. Et je montrais à mes enfants, je leur disais, tu vois, là je suis un site internet, voilà comment je parle à mon IA, et voilà ce qu'elle me fait, et voilà le travail. Et il y a quelque chose d'un peu magique, mais en fait, l'idée, pour eux, ça leur paraît totalement naturel. Et ils me disent à chaque fois, mais papa, tu demandes toujours à ChatGPT, c'est ChatGPT qui a raison. Et je leur dis non, et je leur montre, et ils me disent, ah papa, mais t'es précis quand même quand tu lui parles, parce que je leur explique que c'est pas ChatGPT qui va décider. ChatGPT va me donner des informations et il va m'aider à réfléchir, et je leur montre, voilà, je lui demande ça, et après je lui demande l'inverse de ce que je viens de lui demander. Je lui dis, vas-y, critique ce que tu viens de me dire, ChatGPT. Et je lui montre, tu vois, donc là, ChatGPT me dit noir, ChatGPT me dit blanc. Qui est-ce qui décide à la fin? C'est pas ChatGPT. Voilà. Bon, donc j'espère faire un peu de pédagogie vis-à-vis de mes propres enfants. Et la réalité, c'est que le métier qu'eux vont exercer, il n'existe certainement pas. Donc, le plus tôt possible, ils auront compris la logique de ces outils-là. Le mieux, ça vaudra pour eux. Et au fond, pour le reste, qu'ils s'éclatent et qu'ils soient curieux des choses, des gens. Parce qu'au fond, ça reste quand même le plus important. Ouais, clairement. Mais écoute, on parlait tout à l'heure avant de bifurquer sur l'IA, parce que moi j'aime bien parler d'IA à chaque fois que j'ai l'opportunité. J'adore, je suis très intéressé par ce sujet-là. En revenant sur Taleo, voilà, que Taleo, le succès fulgurant qu'il a connu. Mais tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu t'étais un peu retiré de Taleo. D'un point de vue exécutif, ouais. C'est-à-dire que, tu sais, t'as dans une entreprise, t'as ceux qui la dirigent au quotidien, et puis t'as les actionnaires ou les fondateurs. Voilà. Donc moi, je reste actionnaire et fondateur. ça, on peut pas... Enfin, si actionnaire, on pourrait me racheter. Fondateur, bon, là, pour le coup, c'est historique. Donc, voilà. Et pourquoi tu te retires? Parce que tu avais envie de faire autre chose, voilà. Tu avais fait le tour, ou bien... Bon, le tour, je sais pas, tu vois, il y a un moment, il faut... Comme je te disais, c'est pas la même énergie que de créer des projets, de les lancer. Et puis ensuite, il y a une autre phase, plus de structuration, plus institutionnelle, voilà, une autre ère. Et... T'avais envie de faire autre chose. Oui, absolument. Et moi, j'adore faire plein de choses, donc tu vois. Et quand on fait les choses, faut les faire bien, avec disponibilité, avec cœur.
Et à partir du moment où j'avais pas le sentiment de pouvoir être à 100% investi, tu vois, il valait mieux que quelqu'un d'autre. Et ça me permettait en plus de laisser la place à d'autres personnes derrière moi. Parce que souvent, il y a plein de boîtes dans lesquelles le CEO fondateur veut pas laisser la place. Ouais. Toi, tu étais OK avec le fait de lâcher du lest? Au contraire, même, je suis même très fier, tu vois, que quelqu'un ait pu me succéder, que le management soit... que j'ai recruté le manager actuel il y a quelques années de ça déjà, donc je trouve que c'est une belle histoire. Ouais. C'est facile pour toi est-ce que tu es totalement déconnecté du truc, ou bien on te voit quand même un peu quelquefois, on te demande ton avis, voilà, Nico, qu'est-ce que tu penses de ça, ou bien ça arrive, j'essaye de faire en sorte que ça arrive pas si souvent que ça, parce que sinon très rapidement je pourrais revenir dedans. Ouais, enfin c'est pas le but, tu vois. Mais aussi de temps en temps, il y a des sujets sur lesquels je peux être sollicité. Je connais encore pas mal de monde au sein de l'entreprise et puis parmi les clients aussi, donc voilà. Pour les grandes décisions stratégiques, oui, j'ai encore aussi un rôle à jouer. Mais sinon, pour le quotidien, non, et c'est pas souhaitable. Ok, parfait. Et donc, quand tu décides de faire autre chose, justement, tu te lances dans quoi? Tu avais déjà une idée, j'imagine, de ce que tu voulais faire Pas du tout. Pas du tout? Non, j'avais fait pas mal de choses, mais non, pas du tout. J'avais plein d'idées, mais je suis surtout retourné faire des études. Ah ouais, ok. Donc j'ai fait un exécutif programme à HEC Paris. Ok, very nice. En coaching. Et j'étais intéressé par l'univers de l'accompagnement de manière large, puisque toutes ces années durant, j'avais aussi au sein de Taleo mis en place l'accompagnement, notamment au travers de formations auprès des business managers et puis de mes propres... donc des commerciaux, pardon, les business managers. Oui. Et des autres fonctions. Donc j'aime bien l'idée d'être ce côté passeur, tu vois, aussi de savoir et éducateur. Enfin, je sais pas si le terme est adéquat en entreprise, mais voilà. Formateur, ouais, c'est très bien. Et puis autour de l'humain, et surtout prendre le temps de m'interroger sur le rapport à l'humain, sur une autre manière de voir le monde aussi, tu vois, un temps de ralentissement, d'approfondissement. Ça, voilà, parce que j'avais été dans le mouvement, dans l'action pendant tellement longtemps que et de retrouver comme ça, d'être dans une formation de haut niveau malgré tout, mais autour de l'humain, je trouvais que c'était une bonne manière de valoriser ce que j'avais fait dans le monde de l'entreprise. Donc tu fais des études supplémentaires à HEC Paris, et tu sors de là, j'imagine que tu finis ces études-là, mais tu fais quoi concrètement alors Moi, j'ai envisagé pas mal de choses cette année-là. Enfin, au départ, j'ai surtout pris le temps de rien envisager du tout. Enfin, si très rapidement je m'étais remis dans quelque chose, en fait je me suis rendu compte que c'était arrivé trop vite. Donc je devais prendre le temps de me laisser un peu traverser par le moment, digérer, tu vois, de pas être toujours dans une dimension utilitaire. Qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon projet, quel nouveau business je vais lancer, voilà. Mais tu savais en tout cas que tu devais te lancer un nouveau projet. Je savais que de toute façon je vis de projet. T'as pas voulu, parce que je sais que t'es beaucoup passionné par la musique aussi, t'as pas voulu, je sais pas, faire un album j'en ai fait 2 ces 5 dernières années, donc déjà en termes de réalisation, tu vois. Tu as fait certains pendant cette période de break là ou Non, l'année dernière, non, j'ai pas fait. De la musique, j'en ai fait dans les fois où j'étais invité par le Club Med, parce que je suis invité régulièrement par le Club Med pour jouer. Donc ça me permet à la fois de me produire sur des scènes dans des lieux incroyables. J'étais aux Seychelles, au Sénégal dernièrement, ou en Grèce bientôt. Enfin voilà, donc c'est sympa. Et également, si ça m'arrive de faire aussi des ateliers d'écriture, comme je te racontais tout à l'heure, notamment chez Francis Cabrel dans le sud-ouest de la France, pour continuer d'entretenir aussi cette fibre artistique, parce que moi j'en ai besoin aussi, ça me nourrit, j'ai besoin de créer, mais j'avais pas forcément l'idée d'écrire un nouvel album. Enfin, j'en ai un toujours à côté, je continue de faire des chansons, mais j'ai pas de projet de nouvel album. J'avais écrit un roman aussi cette année, donc ça pareil. T'as écrit un roman? Ouais. Donc qui parle de quoi?
C'est un petit peu tôt. C'est une auto... il est déjà publié? Non, pas encore. Ah, non, okay, non. Là, okay. je travaille avec une écrivaine. Enfin, j'ai travaillé pour. Donc, il est en phase de relecture par elle, donc ça, c'est fini. Oui. Maintenant, je suis en train de le relire, le restructurer et avant de l'envoyer à des éditeurs. Ok, tu vas pas nous spoiler alors, mais dis-nous peut-être un tout petit peu, c'est dans quel univers C'est dans l'univers du droit et du conseil. Ça, alors. Ah, ok. C'est une autofiction qui vire en thriller judiciaire à un moment. Voilà. Nice. Moi, si c'est bien, moi je veux bien y jeter un œil. Je cherche des nouveaux livres à lire. Je te l'enverrai avec grand plaisir. Non, je vais l'acheter. Donc, comme on voit quand il est publié. J'espère qu'il sera. Mais en tout cas, c'était un exercice aussi auquel je voulais me livrer depuis que je suis enfant. En gros, quand j'étais gamin, j'avais plusieurs rêves dans la vie. Donc celui de sortir un album. Donc ça, j'ai eu l'occasion d'en sortir plusieurs ces dernières années. Oui. Écrire un livre aussi. Je suis plutôt littéraire de formation. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, j'aimerais autant pouvoir porter ce projet-là le plus loin possible. Oui. Les albums que j'ai écrits, j'ai pu les produire sur scène, j'ai pu faire des tournées, j'ai été édité par un label, donc voilà, j'ai eu l'impression de pouvoir, même si je suis pas devenu une grande vedette, de le faire dans un cadre sérieux, professionnel, et en tout cas de pousser le projet loin. Oui. C'était plutôt ça le but. Mais donc pareil pour ce livre, je me dis tant qu'à faire, voilà, autant voir où ça mène parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et notamment, cette année a été propice à cela puisque je voulais un moment un peu de ralentissement et d'enrichissement intellectuel. Tu vois, c'était ça tombait bien. Donc et en parallèle de ça, voilà, donc j'ai aussi passé pas mal de temps à me former sur les outils IA. Je fais beaucoup de sport aussi. J'ai fait des marathons, j'ai fait un sommet Ironman à Nice, enfin voilà, j'ai fait des trucs. Et ça c'est des choses que je savais pas sur toi. T'as l'air d'être poussé par beaucoup de passion, j'ai l'impression. Est-ce que le succès de Taléo, qui t'a permis d'être à l'abri, je dirais, matériellement, ça te permet d'explorer un peu plus d'autres choses dans la vie? Ça te donne le temps d'explorer d'autres passions et d'autres facettes de toi-même? Matériellement, je sais pas parce que j'ai toujours fait ça, donc je crois pas que. Okay. Je crois pas que ça soit lié à ça en fait. Je crois pas que la curiosité a besoin d'un confort matériel, tu vois, pour s'exercer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'anime beaucoup. Et puis en fait, le rapport au matériel, permet peut-être de faire des plus beaux voyages de temps en temps ou des choses comme ça. Et encore, tu vois, même les beaux voyages, au fond, je suis invité par le Club Med pour faire de la musique, donc tu vois. Au fond, qu'est-ce que ça apporte si ça m'a permis peut-être de passer un an sans être obligé un an pour pouvoir me réinventer. Et sans me dire il faut absolument que je me remette à bosser. Ça c'est précieux, effectivement. Le temps, c'est probablement le plus grand luxe qu'on puisse s'accorder. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, alors je sais que on a parlé de musique, on a parlé du fait que t'écrivais un livre, même si je pensais que c'était déjà un peu plus avancé, du coup je pensais on pouvait en parler encore un tout petit peu. On va pas aller trop dans alors je serais content de revenir quand je serai en promo. Voilà, on va marquer ça alors, comme ça on va rediscuter avec Nico quand il reviendra, lorsque son roman va sortir. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu passes ton temps? Alors, tu avais dit que tu as lancé autre chose, je sais que tu as lancé d'autres projets, j'ai envie de dire. Dis-nous un peu ce que tu sais, sur quoi tu bosses. Alors le plus gros projet sur lequel je travaille actuellement s'appelle Austral. C'est donc une start-up, puisque le principe c'est une société qui se lance, voilà, c'est en medtech, donc health tech, santé et technologie. On construit une plateforme qui suit les trajectoires de santé. Donc, qui suit la santé dans le temps, en fait. Okay. On part du principe, en fait, l'idée de départ, donc j'ai rencontré mes associés à HEC, c'est que le vivant se dégrade un peu partout, dans le monde, dans l'entreprise, et
donc un de mes associés, voilà, a été touché par le concept de robustesse. C'est comment renforcer le vivant, comment rendre plus robuste, plus stable, plus en équilibre. Et partant de là, c'est comment donner les moyens, tout d'abord dans le cadre de l'entreprise, et puis ensuite cette plateforme-là, la mettre à disposition des paramédicaux et in fine des médecins pour pouvoir suivre la trajectoire de santé des personnes, partant en réunissant à la fois la biologie, la santé mentale, et puis une dimension physiologique et dynamique, à travers notamment les objets connectés. Voilà. Et le tout dans une même plateforme, avec une grille de lecture, évidemment, supportée par de l'IA. Ouais. Aujourd'hui, cette nouvelle boîte que tu lances, comment est-ce que tu le sens ? Tu penses que... Je la sens énorme, je sens que ça va devenir une licorne. Non, mais blague à part. Je te le souhaite. Blague à part, on fait pas les choses... Mais autant les faire avec ambition, parce que de toute façon, j'ai été à cette école-là, et il se trouve que mes projets précédents ont plutôt bien fonctionné, donc j'ai pas de raison de penser que celui-là... Mais comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est un risque, et le risque, c'est que ça marche pas. Oui. Il n'empêche, il y a ce qu'on propose et le secteur dans lequel on le propose, il y a quand même la place pour qu'il se passe quelque chose. Tu vois. Et bon, on a un stade aussi où peut-être les choses vont pouvoir pivoter à un endroit ou à un autre, mais je suis certain qu'on trouvera le bon endroit, le bon modèle économique pour que ça puisse être une réussite. Ça. Donc, je le sens d'autant mieux que les personnes voilà, j'ai des associés formidables. Donc on a autour de nous aussi d'autres personnes qui nous ont suivis. On a un médecin, on a un CTO brillant, techniquement parlant. On a un CFO aussi qui nous aide. On a toute une équipe, plus des ambassadeurs de renom. Donc voilà, je pense que tous ces gens, s'ils nous ont suivis, c'est à raison. Et ce qu'on a pu observer, nous... à titre individuel, dans nos vies de manière générale et dans les entreprises de façon plus particulière, c'est évident qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet. On a déjà d'ailleurs des premiers clients pilotes, on a déjà des premiers éléments de traction, donc il se passe quelque chose là-dessus. Et tu penses que le fait d'avoir réussi avec Taleo, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté toi maintenant quand tu veux lancer un nouveau business? Est-ce que les gens te perçoivent en disant ouais, ce mec-là, c'est un mec qui a déjà fait... C'est un élément de crédibilité, c'est sûr. Si j'envoie un dossier, un deck, un investisseur, l'histoire qu'on raconte, c'est pas la même. Voilà, je suis plus un bébé entrepreneur, tu vois. Donc j'ai un savoir-faire que je peux mettre au service d'un nouveau projet. Et ça a de la valeur, c'est sûr. Et moi, ça m'apporte aussi une forme de confiance d'un côté. Il y a des choses, voilà, j'ai appris des trucs dans ces années, même si c'est dans des secteurs différents, et quelque part on retombe à zéro aussi, tu vois. À chaque fois qu'on crée une nouvelle boîte, et c'est aussi ce qui est excitant. Donc ça m'apporte un peu d'assurance à titre personnel, et puis aussi vis-à-vis du monde extérieur, des investisseurs, des clients potentiels. C'est quoi ta perception du monde aujourd'hui? On vit dans un monde dangereux, il y a la guerre et tout ça. Est-ce que tu as peur par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui est possible? Alors écoute, ma perception du monde, la réalité c'est que tu vois, le monde, comment il nous est donné à être perçu, par quel biais on le perçoit. Souvent on le perçoit par le biais des médias, de la radio, des chaînes d'infos en continu, tout ça. Et de quoi ils parlent, ces médias en question? Ils parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Parce que les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne. Hein. Alors qu'en réalité... Il y a plein de trains qui arrivent à l'heure. Je crois que 97% des trains ils arrivent à l'heure. Tu vois. Et le problème, c'est qu'on parle que des 3%. Et ces 3%-là, c'est ce biais qui nous amène à dire, mais en fait, le monde... il va mal, il y a Trump, il y a l'Iran, il y a l'Ukraine, il y a Poutine, enfin... Et c'est vrai, et il y a ça, et c'est terriblement inquiétant, et bon, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a le réchauffement climatique,
on peut voir plein de signes, et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, à la genèse aussi de notre projet, l'impression que le monde se dégrade. Et la réalité, c'est que d'un point de vue scientifique, oui, le vivant se dégrade. Donc il y a plein de choses qui se passent, mais il y a aussi plein de choses absolument merveilleuses. Et en tant qu'optimiste, comme je te disais avant, moi j'ai envie plutôt de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je trouve qu'il est quand même sacrément plein aussi, parce que on peut voir des menaces, mais là où souvent les gens voient des menaces, moi je verrais plutôt des opportunités par tempérament. Si on appréhende le monde à travers l'humain, moi je trouve que j'aime les gens, je les trouve formidables, tu vois. Si on leur fait confiance, il y a énormément, il y a des choses extrêmement belles, lumineuses qui peuvent se produire. Voilà, j'ai des enfants tous les jours qui me donnent à voir ça aussi. Donc mon rapport au monde, il restera joyeux. C'est d'ailleurs une des valeurs d'Austral, parce que on avait essayé de définir les valeurs, et ça je pourrais parler pendant des heures, parce que Thaléo c'était la même chose, tu vois. Selon l'alignement, il part aussi des valeurs, il parle aussi de qui on est, et c'est important d'être. Voilà, parmi les valeurs qu'on a retenues, on a retenu la joie. La joie. Ouais. Et donc, voilà. Toi, t'es un éternel optimiste. Éternel, j'espère. Un grand optimiste. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ouais. Comment toi, pour clôturer un peu cet échange intéressant, comment est-ce que toi, tu te vois, toi Non, je vais le poser la question différemment. Est-ce que si tu te regardes le Nico de toi il y a 15 ans, et est-ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu es là où tu pensais avoir, là où tu te serais dit que tu serais, ou bien est-ce que tu as toi-même dépassé tes attentes, ou bien est-ce que tu avais même des attentes? Et aujourd'hui, si tu dois te projeter les 15 prochaines années, comment est-ce que tu les... par rapport à toi-même, par rapport à différents projets que tu as, et puis de manière générale, j'ai envie de dire, comment est-ce que tu te projetterais? Écoute, le Nico d'il y a 15 ans, il vivait en France. Ah mais non, il est arrivé tout juste. Il venait d'arriver en Belgique. Il venait d'arriver en Belgique, donc il était encore un peu tendu, tu vois. Et la Belgique, ça l'a un peu... donc tu vois, il s'est passé ça, tu sais pas... Et puis il s'est passé plein de choses. Donc je crois que je suis un petit peu plus détendu, et donc plus à même de laisser l'espace et de transmettre, tu vois. Donc ça, c'est bien. Pour autant, je pense que j'ai à cœur de mettre l'énergie au bon endroit aussi. Bon, ça tombe bien, j'en ai pas mal. Donc voilà, il y a ça aussi. Peut-être être moins agité et moins dispersé, d'avoir... et puis de continuer, d'apporter une petite contribution joyeuse au monde, tu vois. Ça me paraît important. Ajouter de la légèreté, tu parlais du monde compliqué, voilà, bon, évidemment, de temps en temps, il faut se forcer un peu pour dire que le monde, il est beau, et mettre un peu de couleur sur les choses, mais voilà, je pense que ça fait partie, en tout cas, moi, des objectifs que j'ai, des missions, et donc j'ai envie de continuer à entretenir ça. Et le Nico, dans 15 ans, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes dans les 15 prochaines années? Continue à vivre de passion. J'espère que tu as ce projet-là, Austral, ou les autres projets, mais celui-là il me tient à cœur, parce que il tourne autour du soin, de l'humain, du vivant, et puis à la dimension techno, on parlait de l'IA, on parlait de ces choses-là, et je trouve ça passionnant. La médecine, l'IA, l'humain, enfin voilà. Donc j'espère que là j'aurai construit quelque chose d'important qui pourra me permettre peut-être d'être parti sur un autre projet, ou d'aller dans d'autres domaines, par exemple le charity, tu vois, des choses comme ça. Ça serait donner du temps et transmettre aussi, je pense que ça me paraît une trajectoire de vieux sage assez enviable. Mais avec le temps, c'est peut-être tu te retrouves peut-être naturellement dans ces situations-là, de dire il paraît que c'est des choses couramment, c'est le retour que tu reçois. De mecs un peu plus vieux que moi qui me disent ça. Ça va, ils me prennent encore pour un jeune con, donc j'ai peut-être encore quelques belles années devant moi. Non. Parce que j'allais dire qu'on allait l'arrêter, mais j'ai envie de te poser une dernière question. Est-ce que toi, tu sens la transition de
du jeune Nico au Nico un peu plus mature, genre, pas mature, mais je dirais un peu plus assagi avec le temps, avec l'âge et tout ça. Ouais, ça me fait marrer, c'est comme en musique, c'est le fameux album de la maturité, là, je crois Est-ce que c'est l'album de la maturité, Nico? Non, ces transitions existent dans la vie. Ouais. Écoute, il paraît, c'est des modèles que j'ai étudiés, tu vois, par exemple en coaching, en accompagnement. Ouais, il paraît qu'il y a des phases comme ça. Donc, il paraît. Toi, tu n'as pas vécu ça. T'as pas ressenti ça. Mais est-ce que c'est un ressenti ou c'est plutôt les autres qui vous le font, qui vous le disent. Qui vous le disent, ouais. Donc, j'espère, voilà. On leur demandera si ça s'est passé comme ça. Moi, à titre personnel, je ressens une forme peut-être d'apaisement. Parce que j'ai déjà l'impression d'avoir fait des trucs cool, tu vois. Donc j'ai moins d'empressement à vouloir absolument exister et occuper de l'espace et prouver et faire davantage exister les autres et transmettre ça. Voilà. Ouais. En effet, ça, je pense que c'est quelque chose. La question de l'ego a moins d'importance pour moi maintenant. Ouais, c'est clairement. Mais écoute, je te remercie, un grand merci à Nico d'être venu ici. Ça fait un petit moment qu'on essaie de faire cet épisode-ci. On y est arrivé. Arrivé. Écoute, je te prends au mot pour ton livre, pour ton roman quand il sortira. Tu me diras et puis on pourra en discuter. Tu vas être obligé de le lire avant. Ah oui, bien sûr. J'en ai encore quelques-uns à lire, mais je pourrais mettre le tien au top de la pile pour le relire. Écoute, un grand merci Nico d'être venu ici. Je pense qu'on a eu un très bel échange. Je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant des heures, mais j'imagine que tu dois aller faire tes 15 km du jour. C'était fait ce matin. Oh merde. J'ai eu ma dose d'endorphine pour la journée. Ouais. Ah ouais, donc peut-être il y a encore quelques longueurs que tu dois faire ce soir alors. Écoute, merci Nico. Merci. J'ai envie de dire merci d'être venu un jour de semaine, d'avoir été ici chez moi pour cet épisode et je te dis alors à la prochaine.